Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Dernière ligne droite, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, troisième et dernière partie. On s'intéresse évidemment à vous, à vos préoccupations à travers cette émission. GG au 8037, c'est le lien, voilà, pour nous filer, pourquoi pas nous envoyer des messages. GG au 8037, si vous êtes en Guinée, que vous êtes abonné Orange, le 00224 657 39 13 13, l'autre numéro de téléphone, en tout cas, si vous souhaitez intervenir en direct dans cette émission. Si vous êtes à Zéro Corée, vous pouvez aussi intervenir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le temps pour moi de lire quelques messages reçus. GG au 8037, mon cher Ruby. Quel que soit le problème, le peuple de Guinée a besoin de paix. Messieurs les politiciens, c'est Ali Seydina qui nous envoie ce message ce matin. C'est tout message de Alseni Bangoura. L'information n'est pas vérifiée, donc je ne peux pas me permettre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Salut, je n'arrive pas à vous écouter à 18h sur Suite FM Guinée. Alors, suite à un souci ce matin, donc voilà, je pense que Laurent Koulemou est en train de se battre de ce côté pour essayer de régler cela. Alpha Condé n'a pas affaire avec les pseudo-politiciens Grand I depuis Anko 5 qui nous envoie ce message. La Guinée pollue de laxisme et de démagogue. On ne comprend rien ce qui se passe à l'ODC. C'est nous, ce que nous manquons de moralité, vraiment. Moussa Souma qui nous envoie ce message. Voilà, continuez à réagir. Sinon, sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info, on a ce tout message, voilà, qui nous envoie ce auditeur Sékou Traoré. Franchement, voilà, il parle des médecins en fait du côté de Donka, si je comprends bien. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va essayer tous les jours on en parle dans cette émission. Alors Tamba, on va continuer avec ce témoignage de ce miraculé Marie-Claire Chicola, médecin guéri d'Ebola, qui nous allons écouter dans un instant. C'est une véritable miraculée d'Ebola. On n'en finira pas d'apprendre de ces personnes qui ont traversé le couloir de la mort à cause d'Ebola, ouais, et qui en sont sortis par un miracle qui en est vraiment un. Nous l'écouterons sur la façon dont elle a attrapé le virus, et comment est-ce qu'ensuite ça s'est développé, les nombreuses leçons qu'elle en a reçues et son activité aujourd'hui. Nous savons qu'on peut parler d'une miraculée devenue célèbre en sortant d'Ebola, parce que après nous l'avons appris, des rencontres dans ce cadre-là jusqu'à Washington, avec notamment la première dame ouais, des États-Unis, Michelle Obama. Je pense qu'elle est porteuse d'un message assez particulier, assez intéressant de ce que l'épidémie a été et de la lutte que l'on peut mener tout autour. Et il faut préciser qu'elle est la première femme, en tout cas, elle est la première personne à avoir le prix du courage qui lui a été décerné par les États-Unis, il faut le reconnaître. Une dame qui s'est battue quand même avec cette maladie. Je parlais avec elle hier. Ouais. Sa foi l'a sauvée, le courage, et elle s'en est sortie et elle est revenue à la tâche. D'autres peut-être auraient quitté la médecine, auraient dit puisque je l'ai échappé belle, je vais partir, je ne vais plus revenir. Elle est revenue, elle a encore la main à la pâte, elle travaille pour sauver des vies. Voilà, écoutez, c'est les femmes qu'il faut encourager. Bon, il faut rappeler qu'elle souhaite s'engager. Elle a d'ailleurs eu beaucoup de concertations avec l'ambassade des États-Unis sur la question d'engagement dans le cadre de la sensibilisation des populations pour démystifier un peu non seulement la maladie Ebola, mais pour participer à décrisper les stigmatisations de ceux qui guérissent de cette maladie-là. Malheureusement, elle a tapé à la porte la coordination, rien n'en a été fait. Elle est plutôt approchée tous les jours, sollicitée par l'ambassade des États-Unis pour lui permettre de participer à certains témoignages auprès des populations qui ont encore peur de la maladie d'Ebola. On va l'écouter, elle est en direct dans les GG. Marie-Claire Chicola. Les grandes gueules. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Espace et chez les GG. Vous avez vaincu Ebola, vous avez vaincu donc le virus maudit, bravo. Expliquez-nous un peu votre expérience. Comment tout cela s'est passé? Qu'est-ce qui vous a permis de surmonter ce grand virus? Effectivement, j'ai été contracté. J'étais de garde le jour-là aux urgences. Donc, j'ai reçu une dame venant de la Sierra Leone qui souffrait, qui vomissait. Donc, vu son accent, j'ai pensé qu'elle n'était pas guinéenne.
Elle m'a dit effectivement elle n'est pas guinéenne, mais elle réside en Guinée. À longtemps, elle n'est pas partie chez elle. Donc, mon devoir était de soulager la patiente. Le médecin l'a examiné. Il a demandé un petit bilan et le traitement d'urgence a été fait. Ainsi, après le traitement, il a demandé à ce que je fasse hospitaliser la dame en médecine interne. Je suis allé voir le brancardier. Il est venu la prendre pour l'amener à l'ambulancier et ce monsieur lui a amené à l'étage. Donc, le trajet que cette dame a fait, nous qui l'avions touché, nous étions tous atteints. Nous étions au nombre de 9. Mais malheureusement, 3 n'ont pas survécu. 6 ont survécu. Moi, j'ai passé, effectivement, au centre de traitement. Une fois que je ne savais pas que c'était Ebola, hein. Mais quand on tombe malade, il faut aller à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital avec ma fille. J'ai passé 2 nuits. Le 3e jour que le médecin de CTE est venu me voir, et j'ai reçu une dame. Et cette dame est décédée par suite d'Ebola. Donc c'est ainsi qu'ils m'ont amené au CTE. Ils ont fait le premier prélèvement. Il a confirmé que c'était positif. Et j'étais mis dans la salle d'isolement. Avec les soins, je suis resté. Dieu merci, je me suis en sorti. Et je suis sorti de l'hôpital. Voilà. On le dit déjà depuis quelques moments. Vous êtes devenu une guérie célèbre. On sait que vous avez reçu un prix, le prix du courage. On sait aussi que après être guéri d'Ebola, vous êtes revenu pour soigner. Nous avons bien envie de savoir d'où vous puisez cette force, cette motivation-là. Oui, effectivement. Normalement, je devrais rester 3 mois à la maison. Mais les gens qui venaient nous suivi, je les ai demandé de m'aider à intégrer les gens qui font la sensibilisation. Parce que chaque soir à la maison, plus ce qu'on entendait, il y a tellement de morts. Pour moi, ce n'était pas une bonne chose. Je me suis dit qu'il faut prendre courage, retourner, travailler et témoigner à l'hôpital dans mon service. Bien. Comme je n'avais pas la chance d'être prise. Ok. La sensibilisation. D'accord. Madame, est-ce que la vie d'un homme ou d'une femme guérie d'Ebola change complètement? Est-ce que tout a basculé dans votre vie après votre guérison? Ça change, effectivement. Ça change. Qu'est-ce qui a changé? Ma vie a changé. Qu'est-ce qui a changé? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Le regard des personnes sur vous, les regards n'ont plus le même message. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous aussi, même à un tel sommet, vous êtes victime de stigmatisation? Quels sont les changements intervenus? Effectivement, je suis victime de stigmatisation. J'ai été même délogée. Mais j'ai pris toujours courage. Ouais. J'ai pris courage et c'est comme ça que les gens m'ont accepté. Vous avez été très brave, très courageuse, madame, mais est-ce que après la guérison, après tous ces traitements que vous avez suivis, est-ce qu'il n'y a pas de séquelles? Vous ne ressentez pas quelque chose? Il y a des séquelles, parce qu'on a toujours les douleurs articulaires qui nous gênent. D'accord. On vous sait assez sollicité par l'État américain. Dites-nous, est-ce que c'est le cas de la Guinée, notamment avec la coordination nationale de lutte contre Ebola? Quels sont vos rapports? Dans quelles activités vous intervenez? Sinon, jamais vous me faites tout en me dit de déposer une demande. Quand je dépose la demande, ça reste sans réponse. Jusqu'aujourd'hui. Il y a aussi la question du dédommagement des médecins qui ont contracté la maladie et des familles de médecins qui sont décédés. Est-ce que vous avez reçu une quelconque subvention ou une quelconque aide de la part de la coordination et du gouvernement ou de la direction de Donka dans ce sens? Les $10 000. Non. Bien. Non. Alors, vous parlez de séquelles, madame. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de guéris d'Ebola qui nous écoutent en ce moment. On sait très bien récemment, on nous apprenait que souvent, ces problèmes... Au niveau des yeux, justement. Est-ce que vous avez ce genre de signes, madame? Non, au niveau des yeux, heureusement, je n'en ai pas, mais c'est au niveau de mes articulations. Est-ce que ça existe scientifiquement? C'est prouvé qu'il y a des transformations au niveau de la rétine? Ah,
scientifiquement, moi, je ne suis pas informée. On sait que vous travaillez à Donka, Madame Claire. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec les collègues de votre service? Nos rapports, c'est de bons rapports. Je collabore vraiment avec mes collègues de service. Alors, vous avez été infecté, vous êtes médecin. Le chef de l'État est moment... Infirmière, d'accord, c'est bien la précision. Le chef de l'État, à un moment donné, fustigeait le comportement de certains médecins qui se laissaient aller, qui ne prenaient pas certaines précautions. Est-ce que ça a été votre cas? Est-ce qu'aujourd'hui, cela a changé au regard de toutes les remarques que vous avez faites? Effectivement, avant, on ne possédait pas de gants, on n'avait pas d'équipement de protection individuelle. C'est ce qui a causé tellement de ravages dans notre unité. Ouais. Mais avec le temps, ils nous ont donné les gants, on a les équipements individuels. Donc ça a beaucoup changé. Bien. Merci beaucoup, madame. Madame Marie-Claire Chikola, il faut le rappeler, hein, infirmière de son état, guérie d'Ebola. Merci beaucoup et bon courage. Brave femme. Merci. Merci. Au revoir. Benedy Record, en collaboration avec Adafo Media, présente le plus gros concert dancehall avant les vacances 2015. Singleton, la machine du dancehall, vous invite à découvrir son nouvel album, Le Travail Paye, le 7 juin 2015 à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple. Singleton s'est imposé comme l'artiste urbain numéro 1 du dancehall dans la sous-région au fil du temps. L'immanquable avant les vacances 2015, c'est la sortie du deuxième album de la machine du dancehall, Singleton, le 7 juin à Conakry. Venez redécouvrir la machine du dancehall sur scène dans une prestation très énergique le 7 juin 2015 à 14h au Palais du Peuple. Un événement Benedy Record, le record du spectacle, en collaboration avec Adafo Media. Le futur, vivons-le ensemble. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Continuons notre émission encore une demi-heure à passer, même pas un quart d'heure à passer ensemble. On s'intéresse à la société civile dans un instant. Moussa Moïse Silla. On peut dire vraiment que c'est un témoignage poignant, hein, cette dame. Témoignage poignant, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un fait qu'il faut relever. MSF a introduit dans son staff local des personnes guéries d'Ebola, parce que ce ne sont pas toutes les personnes guéries qui ont eu le courage de revenir encore sur leur pas pour aider d'autres personnes à sortir de la maladie. Mais ça a été un très bon calcul, parce que quand vous expliquez à un malade à temps que vous étiez dans sa situation il y a de cela quelques mois et que vous avez vaincu le virus en faisant quelques petits gestes, en buvant beaucoup d'eau, en ayant de l'espoir, parce que la première maladie beaucoup plus dangereuse qu'Ebola, c'est peut-être le mental. Quand ça ne va pas à ce niveau, vous avez peu d'espoir de vous en sortir. C'est une très bonne chose. Mais ce qui a lieu de regretter, c'est qu'on a du mal au niveau de la coordination à intégrer ces efforts. C'est MSF qui a compris ce message. Mais pourquoi au niveau national, nous, on n'a pas cette même vision? Ça, c'est dangereux. Ça a été le cas du jeune guéri d'Ebola qui était du côté du Sénégal, Aliou, qu'on a rencontré du côté de Forêt-Caria. Il a démarché, ça n'a rien donné. Les semelles de ses chaussures ont d'ailleurs payé un lourd tribut à cela. Ça n'a rien donné. Et finalement, c'est encore une organisation privée qui a aidé Alimou à ce qu'il puisse sensibiliser ses pairs. Je pense qu'il faut intégrer les personnes guéries d'Ebola. Surtout, elle est infirmière, donc double avantage parce qu'elle connaît le métier, mais en même temps, elle a l'expérience de la guérison. Voilà, allez, on s'intéresse à la société civile, Madame Yoro, ce matin. Nous avons Monsieur Sano en direct. Les grandes gueules. Monsieur Sano, bonjour. Oui, bonjour, s'il vous plaît, c'est Sako en ligne. Sako ou Sano, je ne sais pas, allez. Alors, vous vous êtes retrouvé récemment, on vous a reçu d'ailleurs dans les grandes gueules, vous nous avez dit que vous étiez en train de mûrir une solution de sortie de crise. Vous vous êtes retrouvé, je pense, du côté d'une ambassade. Expliquez-nous quelle est cette solution, parce que déjà, il y a des voix qui désapprouvent votre solution. Oui, merci beaucoup par rapport à la question. Je remercie les grandes gueules par rapport à tout ce que vous faites pour le pays. Donc, comme l'avait bien introduit, on s'est retrouvé aux côtés de l'ambassade de l'ensemble des plateformes de la société civile guinéenne, fêtière et thématique, y compris les réseaux et les syndicats, pour un peu réfléchir sur la situation. D'abord, nous avons mis notre propre mea culpa, nous avons notre part de responsabilité dedans. Parce qu'à un moment donné, laisser totalement le champ aux politiques et être une sorte parfois de prolongement des politiques au sein de la société civile était déplorable. Donc, cette prise de conscience nous a ramené
de se lancer dans une dynamique dénommée synergie d'action des acteurs de la société civile pour la paix en Guinée. Et nous avons planifié un plan d'action qui nous permettait de comprendre le fondement juridique, technique et sociologique des préoccupations de l'ensemble des acteurs du processus électoral par rapport à la crise. À la suite de cela, après avoir se rencontré avec l'ensemble de ces acteurs, recueillir leurs préoccupations que nous avons compilées dans un rapport, nous avons recruté des juristes, des sociologues pour nous permettre de cerner s'il faut tous les contours de ces préoccupations. Et après cela, nous avons fait des préoccupations après avoir décliné en 5 points l'ensemble des préoccupations. 1. Le chronogramme des élections. 2. La question des délégations spéciales. 3. Le dialogue politique. 4. Les conditions de transparence des élections. Et 5. Les manifestations politiques dans le pays. Donc, par rapport au chronogramme des élections... Oui. Allez-y, Roby. Monsieur Sako, c'est bien de dérouler... Monsieur Sako, Sano, ça dépend, c'est bien de dérouler toute la liturgie que vous faites. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez reçu... Arrêtez, mais on l'avait reçu dans ce studio. Et lui, après, il y a eu Dansa. Vous nous avez promis des actions concrètes sur le terrain. Qu'est-ce qui a été fait parce que... Attendez, qu'est-ce que vous avez fait concrètement après les rencontres de l'ambassade des États-Unis? Vous nous aviez promis de toiletter vous-même votre société civile. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? C'est bien toute la liste là. Sur le chronogramme électoral. S'il vous plaît. Oui. Action concrète voudrait d'abord qu'on rencontre l'ensemble des acteurs pour connaître leurs préoccupations. Action concrète voudrait qu'on recrute des consultants pour analyser ces préoccupations de façon objective et responsable. Action concrète voudrait qu'à la suite de ces analyses, qu'on fasse des préoccupations objectives et responsables qu'on va soumettre. Action concrète. Ben ouais, si on peut se répéter comme ça 10 milliards de fois. On veut du concret, justement, parce que vous en parlez ce matin, monsieur Abdourahmane. C'est important. Action concrète, action concrète. C'est bien. Je peux dire aussi, moi président, ou je ne sais quoi encore. Sako est en train d'expliquer une chose importante. Sako sur le chronogramme électoral. Qu'est-ce que vous avez décidé? Paritaire des délégations. Action concrète, nous avons demandé par rapport au dialogue politique, parce qu'il faut noter que le Premier ministre a raté sa mission quant à son rôle de promoteur du dialogue socio-politique. Nous avons demandé à ce qu'un comité mixte soit mis en place, composé des acteurs politiques, opposition et mouvance, composé de l'autorité, composé des sages, composé des acteurs de la société civile. Merci beaucoup, monsieur Abdourahmane Sako. Voilà, en direct ce matin, je l'ai jugé. On va revenir sur ça, pourquoi pas, dans une émission à la télévision. Quelques penses, bête, mon cher. Je pense qu'il faut en parler. Et la situation dont nous avons entendu parler est assez grave. Nous avions une équipe à l'intérieur du pays, vous vous rappelez Bassekou et puis Antoine Kourman notamment, qui reviennent de la forêt. Mais ce qui est en train de se faire là est assez grave. Je parle de prostitution. La prostitution atteint un niveau assez grave en forêt. Parce que dans les hôtels, c'est le témoignage recueilli par nos reporters sur place. C'est vraiment un témoignage recueilli sur place. Permettez que... Il y a quoi de nouveau sous le soleil? Non. C'est nouveau, vous allez voir. Lorsque des jeunes femmes viennent dans un établissement hôtelier avec des photos d'elles et qu'elles déposent là-bas comme des candidatures, avec des numéros de téléphone pour dire, lorsqu'il y a un client qui vient, appelez-moi si ma forme... Sans blague. Mais c'est vrai, sans blague. Vous pouvez encore avoir notre reporter présent dans ce studio-là. C'est assez grave. Il avait tenté de mettre un peu là-dessus. La version live des sites web. À Guékédou, c'est en train de se faire. À l'intérieur du pays, en forêt précisément, c'est en train de se faire. Que fait-on C'est vrai, il y a des hôtels... C'est quel hôtel ça, Tamba? Non, Lamine. Je vais vous dire une chose. Tu vas commencer, tu vas aller jusqu'au bout. C'est quoi le nom de l'hôtel? Non, mais c'est pas très grave ce qui est en train de dire. Mais je vous parle des hôtels de la forêt. Est-ce que je vais citer... Est-ce que je vais citer tous les hôtels de la forêt? Mais écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Je vous parle du problème qu'il y a. Et je pense que l'autorité a devoir de réagir par rapport à ce qu'il y a en train de faire. Maintenant, le problème aussi, c'est quoi?
À cause de quoi? À cause de 10 000 francs. Dis-moi que ces reporters n'ont pas consommé. Mais où est le problème? Dis-moi que ces reporters n'ont pas consommé. Attendez, mais si donc, s'il y a le numéro de téléphone qu'on puisse appeler ces prostituées, ça va remplir ce qu'il en est. L'important, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a même dans ce studio Mohamed Djibril Kamara qui peut témoigner de ce que je suis en train de dire. Arrêtez. Non, mais c'est très grave. Il a suivi la situation. Ouais, parce qu'il a été à Zérékoré un moment. Il a suivi comment c'est en train d'être fait. Et l'on vous dise que c'est des mères, non mais c'est très grave. Des pères de famille qui envoient leurs enfants le faire, c'est vraiment grave. Je pense que ça a atteint un niveau grave où on peut se permettre d'envoyer quand même sa photo et son numéro de téléphone. Vous direz que c'est le plus vieux métier du monde, la prostitution. Vous vous demandez si c'est, vous demandez en quoi c'est grave. C'est grave. Demandez-vous pourquoi ces filles. Pourquoi c'est maintenant elles sont plus nombreuses, elles se sont retrouvées là-bas? C'est dû à la pauvreté, aux conditions de vie. C'est pour cela que c'est sur cette question qu'il faut se pencher. Qu'est-ce qui les amène à se retrouver là-bas? Mais je pense que c'est grave, ça ne fait pas du tout rire. Elles sont là-bas parce que les conditions de vie se sont dégradées. Elles n'ont plus d'autre choix que de se prostituer. Et c'est déplorable, il faut le dire. Moi, je m'étonne ce matin que Tamba n'ait pas eu une grille de lecture sociologique de la situation, parce que je crois qu'il fait d'une mouche un éléphant. La prostitution, rappelons-le, n'est pas interdite par nos textes de loi. Faut le rappeler. Jusqu'à venir, on appelle ça de proxénétisme. Parce que c'est différent. C'est ce que les hôtels font. Oui, justement, c'est ce qui est condamné. C'est ce qui est condamné. Mais la prostitution, oui. C'est des proxénètes. Mais c'est tout. Oui, ce sont des proxénètes. Eux doivent être poursuivis conformément à la loi. Mais s'étonner. Mais je pense que c'est Moussa Hierro qui a eu une bonne grille de lecture. Il faut s'interroger sur les mots. Non, mais la dignité avant tout, l'ami. Un sac vide, dit-on prosaïquement, ne s'arrête pas. Il faut s'interroger sur le mobile. On parlait la dernière fois des étudiants du côté de l'intérieur du pays. Il y en a qui se prostituent. Vous êtes posé la question de savoir pourquoi elles le font. Moi, j'ai mal à chaque fois quand on parle de prostitution. Les gens s'arc-boutent à l'idée que c'est le plus vieux métier du monde, etc. Ce n'est pas un argument. Je pense que c'est rabaisser complètement la morale. Vous partez dans un pays comme le Maroc, où le Maroc a interdit à toutes les jeunes filles d'aller dans les hôtels. Je pense que c'est grave. C'est la version live des sites web. Nous ne sommes pas dans une morale occidentale où toutes les personnes peuvent se permettre ce qu'ils veulent. Ce qui est grave dans cette situation, ce que je voudrais rappeler ici, que les autorités doivent partir dans ces hôtels-là, même les fermer, parce que eux, ils doivent interdire à ces jeunes filles-là de prendre quand même des photos, de les envoyer, de les exposer là. Nous ne sommes pas dans une foire à choix de filles où vous venez, vous prenez une photo, vous regardez et que vous appelez. Je pense que c'est grave. On participe de telle manière à dépraver nos mœurs. C'est grave. Et aujourd'hui, je pense que les autorités doivent prendre cette situation à bras le corps. On ne peut certainement pas interdire ce métier-là, mais on peut la moraliser un peu. Voilà. Djibril, c'est très bien dit, mon cher Roby. Tanti Poupon qui réagit ce matin, Madame Yoro, qui est très choquée. Voilà, elle dit désolé, on ne peut pas se prostituer parce qu'on est pauvre, comme le dit Yoro, votre journaliste des grandes gueules. Même si c'est le plus ancien métier du monde, honte aux parents qui ont baissé les bras. La prostitution est masculine aussi. Voilà, elle le dit ce matin, Tanti Poupon. Allez-y, 30 secondes. Très rapidement. 30 secondes. Très rapidement. On n'a pas le temps de faire déballage sociologique ici. Mais la symbolique qui se dégage derrière le fait d'oser prendre son image et venir la déposer dans un hôtel, comprenez que où sont nos règles de morale, où sont nos règles de vie, où est passé Dieu en Guinée. Bien, allez, là c'est l'homme de l'église qui parle là. On a terminé ce matin, grand merci à vous qui nous regardez à l'étranger. Demain on va se retrouver voilà, pour un autre numéro des GG. Et nos pensées évidemment à Aboubacar Diallo qui est souffrant ce matin. Il n'y a pas de souci Aboubacar, si je veux parler sur en direct. Allez, passez une excellente soirée sur Espace TV, au revoir.